Ben, c'est une avance que vous me faites sur la conclusion. Mais, et ça, ça accentue mon trac parce qu'il faut maintenant que je sois à la hauteur. Vous voyez? Alors, j'ai un peu le trac, mais avec votre bienveillance, je vais essayer de le surmonter pour pouvoir vous dire ce qui me tient à cœur, sans pour autant dire que je suis la vérité incarnée, ni que j'ai la vérité incarnée. C'est-à-dire, quand on veut témoigner dans ce sens, je suis en témoignage, je n'ai pas de capacité particulière. Bien sûr, je connais l'agroécologie et que je défends l'agroécologie. Pourquoi je défends l'agroécologie? Parce qu'en fait, c'est une activité qui répond à une multitude de choses. Elle nous permet de nous nourrir en quantité, en qualité, et puis ça nous engage, et évidemment, à prendre soin oui, de la vie. J'aurais dû faire un stage avec Johnny Hallyday, mais j'ai oublié. Voilà. Donc, je vais essayer, si vous voulez, de partager avec vous. Il y a un film qui a été réalisé par Marie-Dominique, justement, qui retrace, viens voir, simplement. Voilà. C'est donc le film Au nom de la terre qui retrace. Pierre Rabhi, Au nom de la terre. Donc, mon nom, c'est Marie-Dominique Delsing. Et donc, pour que tu ne sois pas obligé de te présenter toi-même. Voilà, donc effectivement, on est là pour le présenter. On a fait une avant-première hier soir au Ciné Luxe à Genève. Ce soir, on le fait à Pouilly et demain à La Chaux-de-Fonds. Mais donc voilà, c'est le parcours de Pierre et toutes les structures, disons, qui l'ont accompagné et qui incarnent d'une manière ou d'une autre ces idées et qui essayent de les mettre en pratique. Merci. Merci beaucoup. Non, parce qu'on est quand même à un point où on ne peut pas simplement théoriser sur les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on fait des constats, des thèses, des antithèses sur le monde qui va mal, etc. Et puis, malheureusement, ça ne suffit pas de remplir les bibliothèques de considération sur le monde qui va mal. Il faut quand même aussi, à un certain moment, intervenir parce que nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à la vie, et nous le devons aux générations futures. Et je suis très honoré de voir tant de jeunes présents ici parce que c'est un peu une œuvre qui n'est pas facile. Vous savez, quand vous êtes comme ça impliqué dans une problématique gigantesque, eh bien, il y a des jours où vous n'avez pas forcément l'énergie, ni l'âme, ni l'esprit, et de savoir que finalement on intervient dans des domaines qui sont des domaines absolument cruciaux, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Alors très souvent je dis, j'aimerais bien donner ma démission, mais je ne sais pas à qui. Voilà. J'aurais souhaité avoir un patron qui me dise j'aurais fait une grosse bêtise et il m'aurait viré. Au moins, c'était réglé. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé, dans des problématiques aussi graves que celles de l'avenir de l'humanité, évidemment, on ne se pose pas en Dieu, hein, mais quand même, on essaye d'amener notre part. C'est un peu la raison pour laquelle, devant les grandes lamentations concernant le monde qui ne va pas bien, etc., on avait donc instauré, entre autres structures, vous avez entendu parler des colibris. Eh ben, je vais commencer un peu par cette petite légende amérindienne qui dit qu'un jour, eh bien, il y avait un grand incendie de forêt et puis tous les animaux étaient atterrés, ne pouvaient plus rien faire. Et du coup, il n'y a que le petit colibri, vous savez, cet oiseau très gracieux et léger, ben, qui lui, il va prendre une goutte d'eau dans son bec et la jette sur le feu et il s'active et il s'active. Et à un certain moment, ben, le tatou qui l'observe depuis un bon moment lui dit tu ne t'imagines quand même pas, colibri, que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri regarde le tatou dans les yeux et lui dit je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et ça m'a paru superbe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on est dans la posture de se plaindre du monde qui ne va pas bien, et soit on dit je peux faire quelque chose là où je suis. Et ce là où je suis, même aussi insignifiant que ça puisse,
nous apparaître, eh bien, une fois additionné, on se rend compte que ça peut faire un mouvement extraordinaire. Et les colibris, aujourd'hui en France, prennent de l'ampleur parce que je pense que ça a une résonance auprès des gens. Effectivement, de rester simplement dans une forme d'impuissance, c'est très douloureux. Mais par contre, se dire, mais non, je ne veux pas rester dans l'impuissance, je ne veux pas baisser les bras, j'ai envie de faire quelque chose. Peut-être que ça sera simplement à ma taille, mais au moins j'aurai exprimé ma cohérence. J'aurais construit ma cohérence. Donc c'est une façon de protester en quelque sorte, mais une protestation active et non pas une protestation passive. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ces raisons-là. Alors pour essayer de donner... Aujourd'hui, j'en suis un peu... Bon, j'ai 75 ans et j'ai 50 ans en quelque sorte d'une expérience très particulière qui a pris naissance au moment où, pour faire court, je suis né dans le désert, etc., de double culture. Et donc j'abrège tout cela pour arriver finalement au cœur de la problématique d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous. J'ai travaillé dans la région parisienne, dans une entreprise importante, Someka. Et dans ce travail que j'avais dans cette entreprise, eh bien, j'ai essayé d'étudier un petit peu, ou disons de savoir quelle était la condition des êtres humains qui étaient dans cette structure. Auparavant, j'avais été... donc, quand je suis arrivé à Paris, c'était au moment où la guerre d'Algérie... je n'ai pas fui, hein, je suis parti parce que finalement, il fallait bien que j'aille quelque part et que j'avais le désir de venir en France depuis très longtemps. Et je suis tombé dans une entreprise qui s'appelle Someka, et pour me faire embaucher sur recommandation d'une amie que je connaissais, etc. Et quand on m'a demandé « mais qu'est-ce que vous savez faire ?» j'ai bien été obligé de dire que j'ai travaillé un peu à la banque, et mes chiffres étaient toujours faux. Que j'ai fait un peu de prothèse dentaire, que j'ai fait un petit peu de chaque chose, mais je n'avais pas de compétences particulières puisque j'avais trop fréquenté les philosophes. Pourquoi j'ai fréquenté les philosophes? Parce que dans ma propre destinée, j'avais à me poser des questions finalement très précoces sur le sens de la vie. Et cette question que je devais me poser sur le sens de la vie, elle était d'autant plus cruciale que j'appartenais à deux cultures. Une culture traditionnelle et une culture moderne, par le fait que j'avais perdu ma mère et que mon père m'a confié à un couple de Français vivant dans notre pays où on avait découvert la houille, le charbon, et on exploitait ce charbon. Donc ce père, ma mère étant décédée, eh bien voilà, je n'avais que quelques kilomètres à faire pour passer d'une société à une autre, de la société traditionnelle à la société moderne. Presque sans transition, mais avec les contradictions qu'il y avait. C'est-à-dire d'un côté, dans l'islam, puisque j'ai l'islam, on disait le porc, il ne faut pas manger de porc, il ne faut pas boire de vin, etc., etc. Et de l'autre côté, on se régalait de saucissons et on buvait du vin. Ma mère était même possédée un petit domaine en Bourgogne de vin de très haute qualité. Elle se régalait avec ce vin. Elle me disait chaque fois, pourquoi tu ne bois pas de vin? Je disais, mais moi, ça m'est interdit. Enfin bon, c'était très compliqué. Si je suis cinglé, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, dans cette double appartenance, c'est très difficile, en fait, de savoir ce qui a raison. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé vers les philosophes, parce qu'eux, ils se posent des questions. Et les philosophes ne sont pas pour autant d'accord entre eux. En plus, il y a une multitude de philosophies, une multitude de points de vue, si vous voulez, sur la vie, et des contradictions importantes. Et il n'y a qu'un philosophe qui m'a en fait remis vraiment dans la sérénité, c'est Socrate. Parce que Socrate, à travers toute cette spéculation, la quête de la vérité, Socrate, c'était ça. Il avait affaire à des sophistes qui, eux, venaient s'amuser à la logique. Comment je vais battre l'autre parce que je vais avoir une meilleure logique que lui. C'est ce qu'on appelle les sophistes. Lui, il était dans la quête absolue de la vérité parce qu'il partait de lui-même pour aller vers la vérité. Et la conclusion de Socrate, je sais que je ne sais pas. Moi, je pense que chacun de nous peut s'appliquer ça. Bien sûr, il y a des choses que nous savons, mais nous savons dans le monde élémentaire. La pensée, la raison nous permet
d'acquérir des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des miracles technologiques, on fait des tas de choses. Mais finalement, la vie demeure quand même un mystère. Et nous avons eu la sottise de dissocier l'être humain de la nature, alors que nous sommes la nature. C'est la nature qui nous a générés. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui est advenue bien avant nous, et cette intelligence qui est advenue bien avant nous, elle a organisé le monde. Et c'est pour ça qu'on dit que le monde, depuis les origines, s'est construit sur la coopération des espèces. Alors l'aspect darwinien, la lutte des espèces, c'est complètement faux. Et ça crée une situation déjà dualiste. Donc ça s'est fait sur la coopération, les microbes, tout le monde est venu jusqu'à cette logique. Et cette logique, elle a été bien avant nous, c'est-à-dire que quand on cherche à mettre un temps et faire une évaluation du temps depuis la naissance de la planète jusqu'à nous, et vous le savez, si on prend 24 heures, nous serions advenus dans les 2 dernières minutes, c'est tout, sur 24 heures. Donc nous sommes extrêmement récents et nouveaux dans cette réalité planétaire. Et à partir de là, donc on arrive à un être humain. L'être humain, ce que les savants appellent l'hominisation, cette hominisation apporte un être humain particulier. Il est mammifère, il est érigé, vous savez, pas besoin de vous décrire, la tête sphérique, etc. Et il est doté d'une pensée. C'est-à-dire qu'il n'est pas que dans l'instant, il est capable de penser le passé, le présent, le futur. Le problème de l'humanité, c'est qu'il y a un scoop terrible, c'est que nous savons que nous allons mourir, que nous sommes là que provisoirement sur cette planète. Donc le fait d'être provisoirement sur cette planète nous oblige à aller vers la quête de la sécurité. Comment nous sécuriser? Et la sécurité se traduit de multiples façons, c'est-à-dire qu'on va dans le monde inconnu, ce qu'on appelle le monde métaphysique, et où là, chacun, les uns disent on va au paradis ou à l'enfer, on va se réincarner, etc. Et tous ces éléments-là, je n'ai rien à dire contre, mais ce sont des croyances. Ces croyances, rien ne peut nous amener à les vérifier. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un cycle, si vous voulez, extrêmement difficile. Et cette insécurité qui produit de la violence, parce que nous sommes en quête de sécurité. Et à ce moment-là, il y a toutes les mythologies les unes contre les autres, les idéologies les unes contre les autres, les religions les unes contre les autres, etc. Et les tribalismes, si vous voulez, de l'humanité, qui en fait a une perception fragmentaire de la réalité. Et à partir de cette fragmentation, on va créer les nations. Et les nations, on va justifier le fait qu'il faut défendre le territoire, qu'il faut défendre la nation, ce qui justifie la production d'armement. La production d'armement amène les conflits généralisés et permanents sur la planète, et du coup, on a du mal à trouver l'unité de l'humanité dans sa spécificité. Tout le travail qui est à faire aujourd'hui, soit il va vers la reconnaissance de l'unité de l'humanité et donc retrouver cette coopération avec la vie et la coopération entre les êtres humains pour qu'on puisse survivre. Si on ne retrouve pas cela, évidemment, ça va être notre éradication par nous-mêmes. Et il y a un élément absolu qu'on ne peut pas récuser. Est-ce que nous avons besoin de la nature? Oui. Est-ce que la nature a besoin de nous? Non. Elle ne nous a pas attendu pour nous créer. Donc il y a eu, à travers, si vous voulez, l'histoire de la planète, des extinctions d'espèces, etc., etc. Et nous sommes exposés, seulement avec une spécificité, c'est que nous contribuons à notre propre extinction. Nous détruisons la terre qui nous nourrit, nous polluons l'eau qui nous abreuve, nous polluons l'air qui nous fait respirer, nous sommes en conflit permanent, et donc nous empoisonnons, nous détruisons, etc. Donc c'est une réalité, je ne suis pas là pour vous faire peur, c'est simplement pour vous dire voilà la réalité, et qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à une espèce d'ultimatum de changer pour ne pas disparaître.
Et je crois vraiment, en disant tout cela, je crois qu'il y a une possibilité pour les êtres humains de s'en sortir, mais à la condition qu'on change de paradigme. Parce que le paradigme selon lequel la planète, il faut la piller jusqu'au dernier poisson, au dernier arbre, etc., ça donne quoi? La croissance économique indéfinie. La croissance économique indéfinie, c'est-à-dire que ça ouvre finalement, ça donne à l'humanité une espèce d'avidité non limitée. Chaque individu est traité par la voie subliminale, c'est-à-dire c'est ce que nous n'avons pas qui prend de l'importance, alors que ce que nous avons ne prend plus d'importance. Ce qui fait qu'il y a une excitation permanente à l'avidité, à l'insatiabilité, c'est-à-dire on cultive en quelque sorte l'insatiabilité, c'est-à-dire le manque est traité comme quelque chose dont la publicité s'empare pour essayer de dire vous manquez, vous manquez, vous manquez, même quand on a tout ce qu'il faut. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Voilà. Donc, ce qui a provoqué aussi quelque chose de terrible, c'est qu'il y a 1/5 de la population mondiale qui détient les 4/5 des ressources. Et vous avez aujourd'hui sur la même planète des gens qui sont suralimentés, qui sont dans une hyper-prospérité, et puis des gens qui ont du mal, des êtres qui ont du mal à donner un bol de soupe à leurs enfants. Et vous avez des enfants qui meurent chaque jour, non pas de maladie, mais de famine. Voyez ? Et ce qui fait que, aujourd'hui, tout cela se pose comme une question. On est interpellé, notre conscience profonde est interpellée pour considérer que ces problèmes-là sont les problèmes majeurs et sont les problèmes prioritaires. Et au lieu d'être dans cette priorité, de servir la vie pour que la vie soit possible à tout le monde, eh bien on trouve beaucoup plus d'argent pour fabriquer des armes que pour nourrir les populations mondiales. Et quand on a essayé de voir, finalement, le coût des armements pourrait résoudre une grande partie de nos problèmes, ne serait-ce que un dixième de ce qui est consacré au meurtre et à la destruction, eh bien, pourrait résoudre les problèmes aigus de l'humanité. Et puis l'autre élément, bien sûr, ce qui me concerne personnellement, si vous voulez, je suis un adepte et un praticien de ce qu'on appelle l'agroécologie. Pourquoi je pratique l'agroécologie et que j'essaye de la propager? C'est parce qu'en fait, c'est une discipline qui est hautement sensitive et sensible. Avec l'agroécologie, vous répondez à vos besoins alimentaires en quantité, en qualité, etc. Vous préservez donc le patrimoine qu'il faut transmettre vivant aux générations futures. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous faisons, nous allons transmettre aux générations futures une nature dénaturée et presque une incapacité de survie. Donc, est-ce que nous sommes conscients de tout cela? C'est un peu ce que j'essaye de partager avec vous, c'est-à-dire, sommes-nous conscients de ces problèmes absolument aigus, ou sommes-nous pas conscients de cela et on continue finalement à se comporter comme des pillards? Il y a un livre qui a été pour moi un livre d'initiation qui a été publié en 1949, c'est celui de Osborne, La planète au pillage. Qu'est-ce que dit Osborne? Qu'est-ce qu'il explique? C'est que depuis l'avènement de l'être humain, c'est-à-dire les 2-3 minutes sur la planète, eh bien, l'humanité est devenue pillarde des biens. C'est-à-dire la compétition entre les États, et ça continue aujourd'hui, les problèmes de pétrole, les problèmes de ceci, et tout ça est source de conflits considérables. Et ce qu'on a constaté, c'est que les civilisations élaborées sont arrivées. Il n'y a aucune civilisation vraiment élaborée qui n'ait été destructrice. C'est-à-dire qu'on détruit, on détruit, on détruit. Seulement le problème aujourd'hui, c'est que nous continuons à avoir cette pulsion de destruction, mais la technologie nous donne les moyens de détruire encore plus vite qu'avant. Ce qui fait qu'il y a une nécessité absolue pour que la conscience s'élève suffisamment pour que nous prenions en compte le fait que nous avons à prendre soin de la vie et non pas à la détruire. Voilà. En gros, c'est ça. Et je ne sais pas si vous avez vu comment on détruit la forêt amazonienne avec des outils absolument terrifiants.
Vous savez que les maires maintenant commencent à se plaindre de ressources halieutiques qui diminuent, donc on est en plein liquidation, en quelque sorte, de la capacité de l'humanité à subvenir à ses besoins durablement. Voilà. Donc une fois cette question-là, je sais pas, aujourd'hui, elle est finalement rendue assez banale. Mais pour ce qui me concerne, j'en ai pris conscience dans les années 59-60, au moment où je travaillais dans une entreprise et où je me suis demandé finalement, poser la question sur finalement qu'est-ce que c'est que l'humanité et comment se fait-il qu'on a organisé un système dans lequel l'être humain est incarcéré à produire pour consommer, consommer pour produire, augmenter le produit national brut. Moi, je vous le déclare tout de suite, je ne suis pas né pour le produit national brut. Voilà. Je suis né pour autre chose. Je suis né pour... Et c'est au moment où je me suis trouvé dans la nécessité de donner mon temps, ma vie contre un salaire, que je me suis rendu compte que je ne pouvais quand même pas brader ma vie seulement contre un salaire. En plus, la productivité que nous avons, il y a 30-40% de déchets. Et évidemment, quand vous faites le ratio entre les pays riches et les pays pauvres, il y a 1/5 de la population riche, dite riche, qui consomme les 4/5 des ressources produites sur la planète. Donc cette inégalité, évidemment, va amener petit à petit des convulsions. On en voit d'ailleurs aujourd'hui des protestations de toutes sortes. Il y a eu le fameux choc pétrolier qui a été finalement, en disant, mais finalement, les gens qui ont du pétrole, les autres s'enrichissent, deviennent prospères avec du pétrole qui n'est pas vendu, qui leur est bradé pratiquement. Donc la crise du pétrole, et la crise du pétrole, on y est engagé de plus en plus de mille manières parce qu'on a créé une civilisation de la combustion énergétique, la technologie, la combustion énergétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'une des grandes problématiques, si vous voulez, qui va être décisive dans le mode d'organisation du futur, ben c'est la problématique du pétrole. On est dans, je ne sais pas si ça se dit, le pétrolitique. Ça se dit, le pétrolitique? On est dans le pétrolitique, voilà. Et ce pétrolitique, eh ben, finalement, aboutit à exhumer les matières souterraines, pétrole, matières premières, etc., pour pouvoir entretenir un modèle de civilisation qui est boulimique. Et ce modèle de civilisation boulimique, évidemment, accélère le processus d'épuisement. C'est pour ça que j'avais proposé un ouvrage qui a du succès, d'ailleurs, c'était vers la sobriété heureuse. C'est le thème qu'on m'a demandé ce soir. Pourquoi vers la sobriété heureuse? Parce que je pense que la plupart du temps, nous sommes complètement pris et aliénés par cette nécessité de produire et consommer, consommer et produire, de façon à faire tourner la machine infernale de la consommation. Et cette machine infernale de la consommation, elle est en fait taxée d'économie. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus anti-économique que ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. C'est-à-dire, c'est de la dissipation, c'est du gaspillage. Et aujourd'hui, on arrive finalement, comme vous le savez, à la domination absolue de la finance. Il y a 1300, j'ai appris ça il y a très peu de temps, 1300 et quelques êtres humains, milliardaires en dollars. Il n'y a pas plus que ça. Donc on a instauré sur la planète, si vous voulez, une féodalité dans laquelle il y a une minorité humaine qui concentre énormément entre ses mains, et le reste, ben, si vous voulez, il y a une hiérarchie de l'avoir qui s'accompagne du pouvoir, et on pourrait dire que la finance oriente l'histoire aujourd'hui. Et on est allé jusqu'à sortir, comme vous le savez, de la finance, c'est-à-dire de l'argent qui comporte une parité et qui est la vraie économie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se promener avec des sacs de pommes de terre comme pour une paire de chaussures. On ne fait pas ce troc-là. Donc l'argent est très pratique pour faire du troc, pour organiser le troc. Ben, cet argent qui organise le troc, maintenant, est devenu finalement souverain. Et vous pouvez gagner plus d'argent, parfois vous gagnez de l'argent en dormant. C'est-à-dire que pendant que vous dormez, votre argent travaille pour vous. Donc vous n'êtes même plus contraint d'aller travailler. Pour ceux qui atteignent évidemment un certain niveau où ils peuvent faire des placements avec des dividendes qui leur reviennent, etc. Et ça a donné, si vous voulez,
une caste d'hyper riches qui sont aujourd'hui en train de mettre la main sur le patrimoine collectif. Ils achètent des forêts, ils achètent tout. Et du coup, il y a une confiscation légalisée, une espèce de hold-up légalisé sur les biens communs qui sont absolument indispensables à la survie de tout le monde. Voilà. Et donc, du coup, et comme il n'y a pas de loi qui régule tout ça, eh ben, l'évolution générale, elle va vers, en quelque sorte, une féodalité planétaire qui sera certainement fondée aussi sur l'épuisement général et l'accaparement des biens naturels qui sont indispensables à toutes les générations sont aujourd'hui et de plus en plus concentrés entre les mains de minorités. Voilà. Donc une fois que vous avez dit tout ça, bon, bien sûr, si je reviens, si vous voulez, à mon implication personnelle, c'est en 1961 que j'ai fait un retour à la Terre. Pourquoi j'ai fait ce retour à la Terre? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me voyais pas passer toute ma vie dans un système carcéral. Voilà, qui est carcéral. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on dit l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, de la maternelle à l'université, il est enfermé. En France, on dit le bahut. Les jeunes disent le bahut. Voilà. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes. Voilà. Même pour s'amuser, on va en boîte, bien sûr. Et on y va comment? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis vous avez l'avant-dernière boîte, c'est là où on stocke les vieux. En attendant la dernière boîte, ce que je vous laisse deviner. Alors comme itinéraire d'existence, il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux. Voilà. Donc toutes ces manipulations que l'on fait sur l'être humain pour créer du consentement. Il y a des gens très puissants, des philosophes, des gens qui savent manipuler l'être humain à travers une approche, ce qu'on appelle subliminale. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, on ne passe pas dans la réalité telle qu'elle est. On passe par les symboles et toutes les questions qui sont dans nos têtes comme représentatives de symboles importants pour manipuler l'être humain. Et l'une des grandes manipulations, on n'a jamais assez, jamais assez, jamais assez. Et du coup, on aboutit à une société dans laquelle, eh bien, il y a on n'arrive pas à répondre à tous les besoins de l'humanité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en même temps, le superflu prend plus d'importance que le nécessaire, que l'indispensable. Vous aurez beau me demander, je pourrais me mettre à table et dire, bon, je vais manger 2 ou 3 repas, ça sera fait. Je ne peux pas. Il faut bien que je digère le premier repas avant d'aborder le deuxième, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la régulation liée à la nécessité, elle est précise. Seulement le superflu peut n'avoir aucune limite. Et c'est un peu le problème, le drame de la société d'aujourd'hui, c'est que le superflu, on ne lui met aucune limite. Et je peux, si je suis riche, je m'achète plusieurs jets, ce que je veux, des yachts, tout ça, etc. Parce que là, je peux faire. Et si, en dernier ressort, si vous voulez, si on est dans une crise dans la réalité humaine, c'est-à-dire le manque de nourriture, par exemple, le manque de nourriture, une pénurie alimentaire grave, et on vous pose une miche de pain d'un côté et un diamant de l'autre, et on vous dit de choisir. Alors, je ne sais pas si... voilà. Donc, ça veut dire que l'essentiel, aujourd'hui, n'est pas assuré, et le superflu n'a aucune limite. Et c'est en fait le superflu, c'est-à-dire cette insatiabilité de l'être humain, qui veut toujours et toujours et toujours, mais sans joie. Parce que si vous ne mettez aucune limite, vous n'atteignez jamais la satisfaction. On se condamne à n'être jamais satisfait. Et c'est la raison pour laquelle j'avais écrit ce livre qui a du succès, qui fonctionne, vers la sobriété heureuse. Pourquoi vers la sobriété heureuse? Parce que d'abord, c'est une attitude révolutionnaire, en quelque sorte. Je me libère du superflu parce que finalement, ce superflu qui remplit les poubelles. Et pourquoi travailler autant pour jeter autant? C'est stupide. Ça n'a pas de sens. Il faudrait... Alors, plutôt que de remettre en question notre système, on augmente le traitement des déchets. Alors qu'on pourrait dire, ne faisons pas de déchets.
Et du coup, tout est réglé. Il n'y a pas de traitement des déchets. Mais on est dans un système qui produit du déchet et ensuite on traite le déchet. De même qu'on est dans un système qu'on appelle frénétique, c'est-à-dire une super accélération du temps et de l'espace, parce que la technologie nous a amené évidemment la possibilité de modifier le temps et l'espace. Depuis l'origine de l'humanité, eh bien, on se déplaçait évidemment en fonction de nos capacités. Celui qui avait un cheval, il se déplaçait mieux que les autres. Et puis on avait nos jambes pour nous déplacer. Et bien depuis qu'on a cette technologie a modifié le temps et l'espace, parce qu'on peut se déplacer beaucoup plus vite et couvrir donc beaucoup plus d'espace en très peu de temps. Et après tout, la voiture, c'est un outil qui vous prend d'un point à un autre dans un certain temps. Seulement la voiture maintenant est accélérée. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi de vivre frénétiquement et on s'équipe pour pouvoir assumer la frénésie. Ce qui fait qu'on ne remet jamais le fait que nous ne sommes pas dans le rythme normal. Le rythme normal, c'est les saisons qui nous les donnent, c'est notre rythme cardiaque, notre respiration, notre circulation du sang. Tout ça relève de quelque chose qui est la cadence naturelle que la vie a instaurée depuis les origines. Et aujourd'hui, comme on est rentré, time is money, donc il ne faut pas perdre de temps, il faut gagner du temps, parce qu'il faut gagner de l'argent. Et du coup, on arrive à une situation où la frénésie, en quelque sorte, devient tellement énorme qu'on ne pourrait pas la supporter sans les outils, qu'on réalise des outils pour nous permettre de supporter cette frénésie. Seulement, le problème des outils que nous produisons, c'est qu'ils sont censés nous aider et nous libérer, mais en fait, ils sont en train de nous asservir. On est dans la civilisation la plus fragile que l'humanité ait inventée. Vous supprimez l'électricité, le pétrole, la communication, et c'est l'effondrement total de la civilisation parce qu'elle dépend maintenant des outils qu'elle a créés, lesquels outils étaient censés l'aider au contraire à se libérer. Vous voyez les ambiguïtés dans lesquelles nous sommes. Ce qui fait qu'il n'y a qu'un espace dans lequel on peut se réhabiliter, c'est évidemment quand on retrouve les rythmes et les cadences de la nature. Et j'ai beau engueuler mes plants de tomates, ils ne donneront pas plus vite que quand il le vaudra, quand ça sera mûr, quand ça sera fait. C'est une magnifique leçon de patience. C'est pour ça que je recommande beaucoup de faire le jardin, parce que c'est non seulement jardiner, c'est un acte politique, c'est un acte d'autonomie, parce que en parlant de l'autonomie, vous savez qu'aujourd'hui, on a un système qui est de moins en moins autonome. Vous voyez ? Même la nourriture, elle fait des milliers de kilomètres. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. Sur la vallée du Rhône, en France, un camion de tomates quitte l'Espagne pour livrer la Hollande. Un autre camion de tomates quitte la Hollande pour livrer l'Espagne. Hasard extraordinaire, ils se sont percutés. Et on avait les tomates hollandais-espagnols qui étaient là. Voilà une description de l'absurde. C'est-à-dire la nourriture fait des milliers de kilomètres alors qu'elle pourrait être produite là où nous sommes, là, dans l'immédiat. Les couronnes de production autour des villes, toutes ces choses-là sont des alternatives très intéressantes à mettre en place. Alors, si on maintient tout cela, ça veut dire qu'on reste dans l'absurde et au fur et à mesure dans une complexité à laquelle nous aurons de moins en moins la possibilité de donner une réponse. Parce que cette complexité, aujourd'hui, aboutit finalement à l'exclusion de l'être humain par lui-même. Même le travail en France, chaque jour, vous ouvrez la radio et on vous dit on a licencié, telle entreprise ferme, telle... Donc on va vers quelque chose qui va en fait être l'exclusion de l'être humain du champ de sa survie. Alors, que faire? Moi, j'avais proposé modestement ce qu'on appelle les oasis en tout lieu. Désertification sociale, désertification économique, etc. La suite de l'histoire, c'est quoi? Il y a eu des salariés, ils n'ont plus de boulot. Ils font quoi? En France, il y a des dispositifs, par exemple, sociaux qui permettent d'accompagner, disons, la personne dans ce temps d'exclusion. Mais il est impossible de penser que ces dispositifs puissent durer s'il n'y a pas de création de richesse. Donc vous voyez combien on est de plus en plus
en quelque sorte emprisonnés dans ce champ de complexité qui nécessite aujourd'hui de repenser, si vous voulez, le futur. Et moi, si j'avais présenté donc la sobriété heureuse, c'est de dire il est tout à fait possible que puissent se reconstituer des communautés humaines qui se rassemblent, mutualisent leur savoir, leur savoir-faire, puissent justement vivre ensemble parce que l'énergie qu'ils apportent permettra à tout le monde de vivre. Et voilà, et j'ai eu la joie que ma propre fille, Sophie, crée la première oasis qui s'appelle le hameau des Buis. Certains en ont entendu parler. Qu'est-ce que c'est que le hameau des Buis? C'est une vingtaine de maisons qui sont faites avec de la paille et de la terre, donc une architecture écologique. Et ils ont fait le test, ça a besoin de très peu d'énergie pour pouvoir se sentir bien dedans. On n'a pas besoin de consommer beaucoup d'énergie pour que ça chauffe. Et il y a une école, un collège, et donc la recréation, en quelque sorte, d'une communauté humaine, non pas 68 arbres, parce que 68 a beaucoup échoué. Le système communautaire 68 arbres a beaucoup échoué, parce qu'effectivement, on se rassemble, mais on oublie que le facteur le plus difficile, c'est le facteur humain. Et que si on ne travaille pas sur le facteur humain, c'est comment se supporter, comment vivre ensemble, ça explose. En ce moment, je suis témoin de l'explosion d'une communauté qui partait sur des très bonnes intentions. Seulement, le problème de l'être humain, c'est qu'il a du mal, ensuite en communauté, à se supporter, pour des raisons et des autres. Alors, je ne fais pas de la psychanalyse, je veux dire, je fais du réalisme. Simplement, je fais du réalisme. Je ne suis pas là pour dire il y a le bien ou le mal. Je suis là pour dire voilà le vrai. Quelquefois, on commence avec une personne, c'est le grand amour, et ça finit au tribunal qui garde les enfants. Et je ne fais pas de l'humour avec ça. Je fais simplement du réalisme. C'est-à-dire ce réalisme qui nous amène à dire comment peut-on changer une société si nous ne partons pas sur finalement le changement de nous-mêmes. Si nous ne changeons pas, je ne vois pas comment la société peut changer, puisque l'être humain qui a généré cette société l'a générée en fonction d'une vision. Et de cette vision, il a construit le monde tel qu'il est. Donc si nous voulons que le monde change, il faut aller à la source même de cette pensée, de cette vision du monde qui a été une vision fragmentaire, générant de la violence, générant des antagonismes terribles. Et donc l'avenir ne peut pas être à autre chose. Alors reste la nature, bien sûr. On peut tout faire, sauf que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la nature peut se passer de nous. C'est une évidence. Vous savez, moi, autour de chez nous, il y avait des fermes en activité quand nous sommes arrivés en 61. Il y avait pas mal de fermes en activité. Maintenant, il n'y en a plus. Les paysans ont disparu, etc. Et les champs qui avaient été travaillés par les humains, la nature reprend ses droits, les arbres poussent dans les champs qui avaient été cultivés, et donc il y a une dynamique, si vous voulez, de la vie qui aujourd'hui remet en place, où la vie se poursuit envers et contre tout. Voilà. Alors on parle beaucoup justement de la planète titanique, mais en fait ce n'est pas tout à fait juste. Les humains vont se naufrager, mais je peux vous assurer que le bateau il restera sur place. C'est pas le bateau qui va sombrer, ce que j'appellerais la planète, avec la puissance qui est là. Non, c'est les humains qui vont se naufrager. Mais la planète, elle trouvera toujours des solutions. Et j'ai vu les miracles, que j'ai pu vraiment admirer les miracles que peut faire la nature, même dans des zones comme le Sahel. Le Sahel, c'est une bande en désertification où vous avez l'avancée du grand désert, qui est mon biotope, là où je suis né, et puis le recul de la forêt tropicale verte. Ce qui fait qu'il y a un phénomène de désertification, c'est-à-dire que le désert s'agrandit un peu dans ces zones-là. Et là, j'ai vu que des endroits où simplement l'être humain n'intervenait pas, laissait totalement libre la nature, protégée contre les troupeaux, et la vie reprend ses droits. À la limite, il suffirait d'arrêter d'intervenir dans certains endroits pour que la vie se remette en route. Voilà, donc c'est revenir à la sobriété
implique évidemment qu'on ait une vision différente du monde et que l'on considère que être sobre, je réduis en quelque sorte l'avoir pour augmenter l'être. Pour moi, c'est ça. Augmenter ce qui revient à l'être en diminuant ce qui revient à l'avoir. Et d'autant plus que l'avoir, une fois qu'on a atteint le niveau de satisfaction qui nous permet de la survie, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, soyons joyeux, prenons du temps. Voilà, et prenons du temps pour nous cultiver, pour nous faire plaisir de mille manières. Alors que si on continue toujours à être branché sur toujours plus, le hocher qu'agitent constamment les politiques comme étant la solution, eh bien là, on risque d'aller vers un épuisement très important des ressources. Alors si je dis ça, c'est pas parce que une théorie de plus, c'est parce que c'est ce que nous avons appliqué à notre propre vie quand nous avons fait un retour à la Terre en 1961. En 1961, on arrive dans une région de France qui s'appelle l'Ardèche, par des amis, et puis on arrive dans ce pays pour faire de l'agriculture. Seulement, faire de l'agriculture sans savoir appliquer le métier, ça a nécessité évidemment que je puisse apprendre. Donc je suis allé dans une école élémentaire pour avoir ce qu'on appelle un brevet d'apprentissage agricole. Et puis j'ai travaillé dans les fermes pour avoir un certificat de mes employeurs disant, voilà, il a acquis la compétence pour aller au Crédit Agricole et obtenir un prêt. Le Crédit Agricole m'avait mis ces conditions. Et ils ont raison, ils ne peuvent pas me donner des sous comme ça sans rien savoir. Seulement le grand problème, c'est que... Alors ils me disent... quand j'ai été en règle, que j'avais fait mes 3 ans d'ouvrier agricole, plus mon petit brevet, mon dossier était recevable, voilà, par le Crédit Agricole. Et le Crédit Agricole, il me dit, maintenant, allez chercher une ferme, et quand vous l'aurez trouvée, revenez nous voir, et on vous aidera, on vous prêtera. Et le prêt, c'était sur 20 ans, à 2%, c'était donc très, très, très intéressant. Seulement, donc on cherche activement dans un pays qui est pratiquement en désertification, où les fermes, ce qu'on appelle les exploitations agricoles, étaient nombreuses parce que les gens étaient partis. Nous, le paradoxe, c'est qu'on quitte la ville et on nous dit mais vous êtes complètement fous, vous n'allez pas vous en sortir. Et quand on arrive à la campagne, on nous dit vous êtes fous, vous devriez repartir, vous aviez un salaire. Donc, si vous n'êtes pas bien accroché, je peux vous dire, vous décrochez. Parce que le découragement en amont et en aval finit par vous dire, ils ont peut-être raison, c'est peut-être nous qui sommes cinglés, quoi. Et du coup, quelque chose en vous s'obstine parce que vous avez pris le maquis. Vous avez pris le maquis intérieur, ce n'est pas un maquis violent. C'est-à-dire, je ne peux pas souscrire à une logique que je considère comme aliénante, que je considère qu'elle utilise l'être humain comme une espèce d'esclavage salarié. Celui qui fait un travail qui l'intéresse et qui l'épanouit, certes, mais celui qui fait un travail uniquement parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite, non, c'est pas bon. Voilà. Il faut s'épanouir à travers nos activités. Donc, à partir de ce moment-là, on nous dit d'aller chercher une ferme. On cherche une ferme. À l'époque, il y avait beaucoup de disponibilité. Et quand je vais au Crédit Agricole pour décrire la ferme que nous avions trouvée, ils sont un peu dubitatifs. Terre rocailleuse, difficile, pas d'électricité, pas de téléphone, le chemin à peine praticable par jour de pluie. C'est un chemin qui montait beaucoup, boueux, et ma pauvre Juva 4, toute petite Juva 4 qui était en fin de vie, sur laquelle je faisais de l'acharnement thérapeutique pour qu'elle puisse quand même continuer, et la pauvre, elle ne pouvait pas monter ses côtes pleines de boue. Voilà. Donc je dis au Crédit Agricole, il me demande, il y a l'électricité, non, le chemin est à peine praticable, la terre rocailleuse, etc., pas de téléphone, etc. Ils me disent quoi? Ils me disent, on ne peut pas vous aider à vous suicider. Vous ne pourrez jamais vivre, on ne peut pas vous aider à vous suicider. Voilà. Donc on ne vous prête pas. Trouvez une autre ferme, et il y en avait beaucoup disponibles, qui vaille la peine, et là on vous prêtera même plus que ce que vous nous demandez,
Mais on préfère vous prêter plus que ce que vous nous demandez, que vous prêtez cette petite somme qui en fait va simplement vous amener dans l'impasse. Alors donc, dubitatif, à ce moment-là, la difficulté, ça a été ce qui était difficile à dire à l'agent du Crédit Agricole, qui était tout à fait bienveillant, c'est que le lieu, on voit 17 clochers. C'est le silence, un merveilleux silence, un paysage extraordinaire, l'air pur, je l'espère. Et puis donc une espèce de jubilation à se trouver dans cette beauté, un bois merveilleux, qui est d'ailleurs très spécial. Comment est-ce que j'allais dire à l'agent du Crédit Agricole que j'achète parce que c'est beau? Non, c'est pas réaliste du tout. Or, ce qui manque aujourd'hui, c'est la beauté. On est dans un monde de laideur, de pratico-pratique. Il est complètement desséché. On n'est même pas heureux. Quand je vis dans les pays du Sud, les gens jubilent constamment. Quand on vient dans les pays du Nord, la consommation d'anxiolytiques augmente. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas heureux en nous. Nous sommes dans... Or, la joie, c'est le bien suprême. Seulement cette joie, même les milliardaires ne peuvent pas se la payer. Alors du coup, quand vous savez qu'on m'a décoré, enfin vous savez pas, comme entrepreneur social. Et alors on est venu chez moi pour me faire un article qui allait paraître dans une très belle revue et qui devançait un peu le rituel de ma décoration. Et je dis à la personne qui était là, regardez, c'est extraordinaire. Moi, je me sens milliardaire. Ah bon, vous êtes milliardaire? Ben oui, regardez, je suis milliardaire. Peu de chance. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La revue qui est parue ensuite, sur la couverture, Pierre Rabhi avec ses 52 kilos tout mouillés, milliardaire. Alors, je me suis dit, je vais avoir quand même des problèmes avec le fisc. Mais il va arriver. Il va arriver. C'est-à-dire que le choix qui a été fait, aujourd'hui on choisit que le pratique, et on n'est pas dans l'exigence de la beauté, l'exigence de la beauté de la vie, de ce qui nous nourrit intérieurement. C'est d'ailleurs la grande défaillance même de l'écologie politique, c'est qu'ils ne parlent jamais, j'ai des amis, vous ne parlez jamais de beauté du lieu, vous ne parlez jamais de quoi que ce soit de ce genre. J'ai eu une expérience, si vous voulez, la beauté c'est important, extrêmement important, parce que ça nous nourrit à l'intérieur de nous-mêmes. On est dans un monde vraiment kikinant, parce que tout est pratique. Où que nous regardions, c'est le pratique. Mais non, il y en a marre du pratique. On a besoin aussi de beauté, on construit des maisons qui ne sont que des boîtes à habiter, et rien d'autre. On est dans cela. Et on a abdiqué en quelque sorte cette nécessité de la beauté qui est absolument indispensable. En général, je finis par une anecdote, mais je vais la dire maintenant. Nous sommes dans notre ferme en Ardèche, sud de l'Ardèche, et il se trouve qu'au moment, je vous ai dit, pas d'électricité, pas de téléphone, rien du tout, et il fallait quand même se chauffer. Et pour se chauffer, on avait du bois, heureusement. On n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter du pétrole, des gaz, mais heureusement pour nous, on avait du bois, parce qu'on était fauchés vraiment. Donc il fallait couper ce bois. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, ou bien ce n'était pas à notre portée. Donc on coupait le bois artisanalement. Et c'était très difficile de couper ce bois tout seul. Et je suis dans un jour de marché, dans une ville qui s'appelle Joyeuse, juste à côté de chez nous. Et puis, je suis assis à consommer avec des amis. Et puis, la table à côté, j'entends quelqu'un qui dit « je dois couper mon bois et je suis tout seul et c'est difficile et c'est dur, etc. » C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais voir ce monsieur. J'ai dit « moi aussi, j'ai des difficultés. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble? Vous venez chez moi tant de jours, je vais chez vous aussi tant de jours. » Et puis, donc, le contrat est signé.
il vient chez moi pour m'aider à couper le bois, et je vais chez lui pour couper le bois. Et un jour, nous étions en train de couper le bois d'une façon vraiment artisanale, si vous voulez. Et puis, serein, le casse-croûte, enfin, tout se passait très bien. Midi, avec simplement des outils tout à fait élémentaires. Et puis, la journée s'achève. Et elle s'achève sur une merveille, c'est-à-dire un panorama, un coucher de soleil absolument magnifique. Et sur ce coucher de soleil se découpait en silhouette un magnifique chêne, un arbre. Et comme c'était l'hiver, il était dénudé. Et essayez d'imaginer donc cet arbre magnifique, ce coucher de soleil, le soleil rouge qui descend à l'horizon. Et vous avez ce panorama magnifique, avec cet arbre qui donnait une beauté extraordinaire au tout. Et je suis en admiration devant cette vision-là. Et mon ami qui était autour, je lui demande, je n'ose pas rompre le silence. Je le prends par la main et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 terres. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez le quiproquo, vous voyez, et ce qui fait que cette vision toujours pratico-pratique, toujours, etc., finit par nous obnubiler à un tel point que nous ne voyons plus la beauté de la vie. Alors, je pense que je dois atterrir, c'est pas ça? Comment? Voilà. Je dois atterrir. D'habitude, vous savez, on me met en route et on a du mal à m'arrêter. Mais là, j'ai des patrons qui m'ont dit, voilà, pas plus que, etc. Pour laisser un peu de place au dialogue. Donc, si vous voulez, la question aujourd'hui qui se pose, est-ce que l'humanité va comprendre qu'elle a tout intérêt à être positive avec la vie et à collaborer avec la vie pour s'en sortir? Ou est-ce que nous continuons sur le modèle de la croissance indéfinie, donc du pillage systématique de la planète, avec toutes les nuisances que nous générons et qui sont contre la vie? Voilà. Alors si je vous dis tout ça, c'est pas par une théorie. J'ai pas beaucoup de temps pour expliquer tout ce qui a été engagé en Afrique, où j'ai transposé l'agroécologie auprès des paysans démunis, parce que l'agroécologie les a libérés des engrais chimiques et des pesticides, donc du pétrole, donc de toutes ces choses-là. Il y aurait quelque chose à dire de somptueux sur cette question. Et j'ai écrit un livre que j'ai intitulé L'offrande au crépuscule, qui est aux éditions L'Harmattan, qui vous explique comment, finalement, la collaboration avec la vie est la plus grande collaboration qu'on puisse avoir à travers l'agroécologie. Ce livre a été présenté au ministère de l'Agriculture français par mon éditeur et il a reçu le premier prix. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de me flatter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire que nous prenions conscience de la nécessité d'une conciliation et réconciliation de l'humain avec l'humain, et de la réconciliation de l'humain avec le fondement de la vie, dont nous sommes l'expression. Ce qui a été tragique, c'est de dire la nature et nous. Nous sommes la nature. Je ne crois pas qu'on soit, sauf que si dans la salle, il y en a qui ont été fabriqués, je ne sais pas comment, mais en tout cas, nous sommes la nature. Nous respirons, nous sommes des mammifères, nous sommes, etc. Et donc, cette tragédie d'avoir séparé la nature de nous relève probablement de ce que l'être humain s'est autoproclamé le meilleur. Alors, et au lieu de dire, je me dis, mais la planète Gaïa, si elle vit, elle est complètement folle d'inventer un type comme ça. C'est complètement qu'il a détruit. Et je me dis peut-être qu'elle s'est trompée parce qu'à un certain moment, elle s'est faite très belle. On a une magnifique planète, magnifique. Toutes ces mers, ces océans, ces forêts, tout ça est magnifique, absolument magnifique. Et je me suis dit, peut-être que la planète Gaïa a voulu un être humain qui l'admire, et non pas qui la détruise. Parce qu'à quoi ça sert de se faire belle s'il n'y a personne pour admirer? Et j'ai pensé qu'elle avait inventé naïvement l'être humain pour qu'il l'admire,
pour qu'il en prenne soin, pour qu'il la respecte parce que c'est à lui, c'est à elle qu'il doit sa survie, et ainsi accomplir quelque chose qui est de l'ordre spirituel le plus important, plutôt que des litanies sur la spiritualité, c'est de faire que la spiritualité soit véritablement dans la vie, parce que je suis persuadé que la Terre est vivante, que tout est vivant, qu'il y a une interdépendance, disons, positive entre les différents règnes, et qu'aujourd'hui, l'humanité est en danger s'il ne prend pas conscience du fait qu'elle doit aimer. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Non, non, vous restez là. On a encore quelques minutes pour faire les questions-réponses, pas vraiment un dialogue avec la salle. Par contre, ce que je vous demande, c'est des questions brèves, aucun témoignage personnel, parce que ça, c'est pas le but de cette discussion. Donc des questions qui ne sont pas longues et pas de témoignages personnels. Et puis comme ça, on peut avoir encore un moment d'échange avec Pierre. Et par contre, je ne sais pas comment on va passer le micro, mais ça va se faire. Il y a Anouchka qui a aussi un micro. Et juste pour ceux qui ne le savent pas, le jeune homme, je ne sais pas où il est, s'il veut nous raconter l'histoire de cette plante qui est magnifique. Oui, c'est un cardon. Je ne sais pas si le jeune homme veut expliquer. Parce que c'est un chardon qui se mange. Et c'est un cardon et c'est la spécialité genevoise. Je veux pas je veux pas être mal avec les Vaudois. Qui a une question? Il y a Anouchka. Voilà, monsieur, si vous voulez vous présenter, parce qu'on est là aussi, je pense qu'un des thèmes abordés, c'est celui de la désertification sociale. Donc, c'est important qu'on dise qui on est. Et voilà. Oui, merci. Erwin Stucki, je suis ingénieur agronome à la retraite. Je m'occupe de mon jardin. J'aurais bien aimé demander à Pierre Rabhi, donc le thème « Nourrir l'humanité ». Oui. Nourrir l'humanité, évidemment, on est interpellé aussi quand on pense à la FAO, par exemple. Il existe des organisations mondialisées qui ont aussi cet objectif. Donc moi, ce que je voudrais, sur toute votre expérience, vos observations aussi de ces organisations, que faudrait-il changer pour éventuellement pouvoir améliorer cet effort collectif au plan de la planète? Merci beaucoup. Merci de cette question. C'est-à-dire que c'était une question que j'avais pris un peu à bras le corps par le fait que j'ai introduit au Burkina Faso en 1981 l'agroécologie. Et l'agroécologie, évidemment, ce sont des pays, si vous voulez, qui sont soumis, comme je l'ai dit tout à l'heure, au pétrole, etc. Donc à un diktat, si vous voulez, qui mobilise ces paysans non plus à répondre à leurs besoins de survie, mais à produire des produits exportables. Et il y avait toute une campagne de gens qui allaient convaincre le paysan qu'il fallait utiliser des engrais chimiques pour faire pousser du coton ou des arachides exportables. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc le paysan, n'ayant pas d'argent, on lui dit mais c'est pas grave, on va t'avancer les engrais et quand tu auras récolté, on vend ta production et on te
on te rend ce qui te revient, déduction faite de ce qu'on t'a avancé. Et ben c'est un scénario infernal. Et c'est ça qui a mis cette énergie paysanne extraordinaire, détournée de la production d'autosuffisance, d'auto-alimentation, pour la production exportable, a été une catastrophe. Avec en plus les engrais chimiques, vous savez qu'il faut à peu près 2,5 tonnes à 3 tonnes de pétrole pour faire 1 tonne d'engrais. Donc chaque fois que le paysan achète 1 kilo d'engrais, il participe en quelque sorte à l'endettement. Et c'est pour ça que nous avons supprimé tout ça. Et quand il a produit son coton ou ses arachides, c'est indexé, c'est-à-dire le tarif mondial, disons le cours mondial du coton. On ne fait pas un cours spécifique aux petits paysans pauvres. Il est mis en concurrence avec l'américain, avec ses tracteurs, etc. Donc ce qui fait qu'il est perdant. Il est tout le temps perdant et endetté et surendetté. Et c'est pour ça qu'arrêter ce cycle infernal, c'est la première chose. Parce que la FAO, tout ça, enfin, j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire dans le secourisme immédiat, oui. Mais on est dans une politique du pompier pyromane. C'est-à-dire qu'à la fois, on crée le problème et à la fois, on prétend le solutionner. Et on est tout le temps comme ça. Plutôt que d'autonomiser, de participer et d'aider les paysans à se nourrir par eux-mêmes avec tout ce qu'ils peuvent, eh bien, on les laisse s'appauvrir et puis on leur prend ce qu'ils ont par chef d'État interposé, corrompu, comme vous le savez. Hein, ce qui détruit l'Afrique, c'est la corruption aussi, comme partout d'ailleurs. Cette corruption qui est épouvantable de chefs d'État, vous leur donnez de l'argent et puis ils vous disent « prenez tout ce que vous voulez ». Voilà, il y a des lois, donc il y a une complicité. Alors au Nord, on fait les moralistes. Ces gens-là, ils sont corrompus. Sauf que la corruption souterraine, elle est là aussi. Et que cette corruption souterraine, elle est donc escamotée, voilée. Et on est là à faire des grandes tirades sur la violence, par exemple. Oh, ces gens qui s'entretuent. Sauf qu'on fabrique des armes pour leur donner pour qu'ils puissent s'entretuer. Et on gagne de l'argent sur la violence, sur le meurtre, etc. Et donc tout ça mis bout à bout, ça crée une espèce d'hypocrisie institutionnalisée, et nous sommes totalement contre. La seule chose qu'il faut faire, et disons la stratégie qu'il faut mettre en place aujourd'hui, c'est que les êtres humains se nourrissent par eux-mêmes. En Afrique, on dit que l'Afrique est pauvre. Ça n'est pas vrai. L'Afrique est immensément riche. Ils ont une énergie qui est une énergie humaine extraordinaire, mais qui n'est pas employée. Et tout ce que nous avons amené, nous, comme scénario, c'est de mobiliser l'énergie des individus de façon à ce que ces individus répondent par eux-mêmes à leurs propres besoins et non pas attendre la charité internationale. Voilà. Je m'appelle Laurent, bonjour. Je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais j'ai vu une émission sur le gaz de schiste. Aux États-Unis, c'est vraiment terrible. Puis en Pologne, ils importent du sable de la Russie qui est radioactif, qu'ils injectent dans le sol, qui pollue la nappe phréatique. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que là, la planète, elle prend un coup. Hein. Si c'est La planète, elle prend un coup, je veux dire. Encore une fois, je pense que la planète tiendra le coup. On a parlé de Tchernobyl il n'y a pas longtemps. J'ai vu un document où la faune reprend tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce document, sur Tchernobyl, où la faune reprend voilà, son cours. Non, je pense que la planète, elle a une expérience de 4,5 milliards d'années, où elle est passée par toutes les affres de l'extinction, de la renaissance, etc. Je pense que le problème, c'est qu'elle corrigera les choses. Seulement, le problème, c'est que c'est l'être humain qui va, lui, s'éradiquer. Et tant qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on continuera toujours à être dans cette illusion selon laquelle on va quand même poursuivre notre vie, alors qu'en fait, nous sommes atteints même nous-mêmes. Pour aller très vite, par exemple, vous expliquez la Terre. La Terre, il faut qu'elle soit vivante. Et la Terre, c'est vivant. Je ne parle pas de la Terre globale, la Terre nourricière. C'est-à-dire qu'une Terre nourricière, elle est vivante. Il y a plein de microbes, de micro-organismes de toutes sortes. Il y a des vers de terre. Et tout ça, ça travaille jour et nuit sans être payé. Voilà.
Et en plus, ils ne font pas grève. Voilà. Donc, donc ça travaille. Et la Terre est vivante. Elle est entretenue vivante par tout cet ordre extraordinaire. Et quand vous confiez à la Terre vos semences et qu'elle est vivante, qu'est-ce qui se passe? Ces semences, non seulement la plante, par exemple, va se faire son propre menu. J'aime ça, je n'aime pas ça, ça me convient, ça me convient pas. Là, je prends comme ça, là, je prends... Et c'est extraordinairement vivant et intelligent. Vous mettez des engrais chimiques, paf. Et les engrais chimiques, d'une façon générale, sont des engrais qui ont été traités dans les usines pour avoir un effet osmotique. C'est-à-dire que ça pénètre, dès que ça touche à la racine de la plante est obligée de l'absorber parce qu'on a travaillé sur l'effet osmotique. C'est quelque chose qui a été aussi réduit à être une substance unique. Donc la plante est obligée d'absorber ces substances, et quand elle a absorbé ces substances, elle est rassasiée, si on peut dire, ce qui fait qu'elle ne peut plus intégrer dans son organisation ce qu'on appelle les oligo-éléments. Les oligo-éléments qui sont des micro-éléments que la plante va choisir et va se faire son menu. Et ainsi, elle va bien se porter. Or, dans le scénario précédent, elle est malade. Parce qu'elle est malade, donc elle est dévitalisée, elle va pousser, mais elle n'aura pas pris les substances suffisantes de la Terre avec leur complexité, et elle ne va plus avoir la capacité de capter les énergies cosmiques. Ces énergies existent, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une réalité. Donc elle ne peut pas. Donc c'est une plante qui est déficiente, et à ce moment-là, elle est malade. Et il y a aussi un flic qui est très important de la nature, c'est l'insecte. L'insecte, il intervient pour dire, toi, ma vieille, il ne faut pas que tu reproduises, parce que si tu reproduis, tu vas faire dégénérer. C'est ça. C'est pour ça que les plantes sont attaquées par des insectes. Ce n'est pas seulement pour nous embêter. Voilà, ils ont un rôle dans le système et de l'organisation de la vie. Voilà, la vie a toujours veillé sur la vie. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est pas moraliste ni rien du tout. Elle applique des règles absolues. Vous transgressez, vous disparaissez. C'est tout. C'est clair. Et l'humain, c'est pareil. Vous transgressez, vous disparaîtrez. C'est tout. Donc, de ce fait, on aboutit à avoir de l'alimentation qui est effectivement pas vivante. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Chaque jour, nous absorbons des microdoses de substances étrangères à notre corps. C'est-à-dire que notre corps n'a jamais été fait pour assimiler certaines substances de type chimique. Il ne sait pas le faire. Donc tout ça s'accumule. Le corps est donc encombré et pollué. Et à ce moment-là, ça s'exprime par des cancers, par toutes sortes de choses, parce que le corps n'a pas reçu ce qui lui était nécessaire pour garder son propre équilibre. Et le déséquilibre qu'on a provoqué dans la Terre, on le retrouve dans notre organisme, nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement l'histoire de bon appétit, bonne chance. Il faut maintenant veiller à ce que notre alimentation soit une alimentation qui véhicule de l'énergie cosmique, l'énergie terrestre. La biodynamie a bien compris ça, les biodynamies, Rudolf Steiner ont bien compris tout ça, c'est-à-dire qu'il faut la liaison entre les énergies terrestres et les énergies cosmiques pour constituer une nourriture qui rentre dans la règle de la poursuite de la vie, c'est-à-dire qui amène les éléments, l'ordre de la vie, parce que la vie, c'est une sorte de symphonie où chaque élément joue sa partition, mais dans une partition globale. C'est-à-dire que la partition globale est collective, comme dans une symphonie, et chaque élément joue sa propre symphonie, et ça fait donc l'harmonie. Et si on rompt cette harmonie, eh bien, on fait rentrer du dysfonctionnement, et plus on fait rentrer du dysfonctionnement, plus ce dysfonctionnement a des effets sur notre propre existence. Si on a compris ça, on a compris ce que veut dire l'agroécologie, l'agriculture biologique que nous essayons de promouvoir. Merci. Mon nom est Catherine Morand, je travaille pour une ONG suisse, Suissed, qui effectivement appuie des projets d'agroécologie qui vont exactement dans le même sens que vous. J'aurais voulu souhaiter vous demander ce que vous pensez de cette alliance pour une révolution verte en Afrique, et ça s'appelle Alliance pour une révolution verte en Afrique, qui est présidée par Kofi Annan, avec l'appui de la Fondation Gates et Rockefeller.
et qui sont en train, qui mènent une véritable offensive, de même que plusieurs initiatives qui ont été prises, qui ont été concoctées à Davos, au Forum économique mondial, et qui vont exactement dans le même sens. Donc j'aurais voulu avoir votre avis à ce propos. Merci. Ce que j'ai appris de Gates, évidemment il est milliardaire, oui, c'est qu'il est très très riche, et que quelqu'un a dû lui susurrer dans l'oreille qu'avec les OGM, on va régler le problème de la faim dans le monde. Et comme il a des moyens, il est honnête, eh ben, il propage les OGM. Voilà. Et ça se fait au détriment, évidemment, de toutes les espèces et les variétés que l'humanité a accumulées depuis 10 à 12 000 ans, c'est-à-dire des variétés des espèces transmissibles de génération en génération. Tout à l'heure, mon ami Claire va vous parler on a lancé un mouvement de femmes semencières, c'est-à-dire pour la préservation des semences, parce que 60% ont disparu. Et en fait, si on continue dans ce processus d'élimination des espèces transmissibles de génération en génération, je peux vous assurer qu'on va vers une famine mondiale sans précédent. Parce que tout ce que nous proposons aujourd'hui, ce sont des chimères, c'est-à-dire que c'est des éléments qui n'ont pas de vie, qui n'ont aucune vie et qui ne se reproduisent pas, qui ont du mal à se reproduire. Donc ça veut dire que là aussi, il y a une espèce d'évolution totalitaire de firmes internationales qui mettent la main sur les espèces et les variétés, comme ils déclinquent tout le reste. Donc je pense qu'il faut faire très très attention. Je ne comprends pas Kofi Annan, tout ça. Vous savez, le problème de nos sociétés, c'est que nous avons des gens qui ont le pouvoir, mais qui sont ignorants. Alors du coup, ce sont des ignorants. Et donc, de ce fait, ils n'ont pas un éclairage vraiment personnel, ou alors quand ils font appel à des conseillers, ce sont des conseillers qui en fait, ce sont des taupes qui arrivent pour leur susurrer à l'oreille, vous faites ça parce qu'envoyé par les firmes et les machins, voilà. Et donc, ils écoutent, peut-être qu'ils sont totalement honnêtes et qu'ils pensent vraiment, peut-être que Bill Gates est convaincu que c'est avec les OGM qu'on va régler le problème de la faim dans le monde. Sauf qu'il fait une erreur gigantesque. Et à l'échelle où il est, c'est-à-dire à l'échelle de son pouvoir financier, il peut faire des dégâts terribles. Alors que si on l'avait susurré l'agroécologie, l'autonomie des paysans, la réhabilitation des espèces et des variétés transmissibles, etc., peut-être que s'il est parti là-dessus, eh bien, ça aurait été extrêmement positif. Donc aujourd'hui, la problématique de l'alimentation est une problématique grave, et je peux vous assurer qu'il y a une menace considérable sur la capacité de l'humanité à survivre par ses ressources. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on transporte de tous les côtés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la nourriture venue de milliers de kilomètres, alors qu'il faudrait la produire localement. Il faut réhabiliter les espèces et les variétés animales, végétales, réinstaller des structures à taille humaine, gérées par des gens conscients, plutôt que cette agriculture, si vous voulez, où vous avez des vrais déserts de blé, des vrais déserts de monoculture. Eh bien, c'est tout ça qui est à remettre en question et c'est tout ça qu'il faut mettre en programme si nous voulons nous en sortir. En tout cas, nous travaillons avec... je ne suis pas encore Bill Gates, j'essaye mais j'y arrive pas. Donc, on travaille avec nos petits moyens, mais le travail que nous faisons, je peux vous assurer que, par exemple, l'expérience qui a été faite au Burkina Faso, il y a aujourd'hui, vous appelez un de mes élèves, il vous dira, il y a 100 000 paysans qui pratiquent l'agriculture écologique, ne serait-ce que de base, vous voyez. Et à un moment, il y a Thomas Sankara, vous l'avez vu dans le film, m'invite il me dit, mais ce que vous nous avez apporté, c'est la délivrance avec l'agroécologie. Ça nous évite d'acheter des engrais qui nous coûtent cher, des pesticides qui nous coûtent cher, que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Et donc, on se ruine à acheter tout ça. Les paysans sont satisfaits. On a fait des protocoles, là avec compost, là sans compost, là avec de l'engrais. Et on aboutit à des résultats magnifiques. Aujourd'hui, j'affirme que la solution de la faim dans le monde existe, à la condition, évidemment, que l'on puisse la mettre en route. Et nous venons de créer un fonds de dotation
qui collecterait le maximum de moyens pour que nous puissions faire propager l'agriculture et l'agroécologie comme étant le seul moyen d'assurer à l'humanité sa survie. Pourquoi ? Parce que nous collaborons avec la vie. Nous n'allons pas contre la vie, nous ne détruisons pas la vie, on collabore avec. Quand vous faites un simple compost, vous faites un concentré de bactéries que vous allez mettre dans votre terre. Ces bactéries vont activer la vitalité de votre sol et vous allez obtenir une production de qualité. Vous se positionnez face au changement. En fait, je travaille à l'Union européenne de football association, donc où tout est à créer. Là, je lobby pour un développement durable. Donc, est-ce qu'on doit lutter contre le système ou à l'intérieur du système, ou les deux? En fait, ici, on est une minorité, on est tous acquis à votre cause, mais en dehors, il y a une majorité qui ne l'est pas, alors qu'on a besoin d'elle pour convaincre une autre minorité qui détient le pouvoir. Comment faire? Merci beaucoup. Mademoiselle, voilà. Oui, alors moi je suis étudiante en urbanisme. Comment tu t'appelles? Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Et je tenais à vous remercier d'être venue et puis de prendre le temps aussi de non seulement d'écrire des livres, mais ça fait vraiment du bien de vous entendre, pas seulement de vous lire. Et voilà, vous dites que vous êtes fou, mais vous êtes une des personnes les plus lucides que j'ai eu la chance de voir en chair et en os en face de moi. Et il y a juste un détail par contre qui m'a un petit peu contrariée, où je vous ai trouvé peut-être un peu maladroit ou un petit peu pas vraiment clair. C'est quand vous dites que la théorie de Darwin est fausse et que celle-ci a notamment contribué à la scission entre l'être humain et la nature. Ça, j'aimerais juste que vous me démentiez ma fausse compréhension, ou juste que vous m'éclaircissiez ça. Merci beaucoup. Oui. Attendez, je ne me rappelle plus de la question. Le monsieur est dans une grande structure, l'UFA, et il se demande comment faire parce qu'il se sent concerné par ce que vous dites, mais il voit qu'autour de lui, il n'y a pas tout le monde qui comprend ce que vous dites. Alors, il se trouve que si vous voulez, je l'ai dit tout à l'heure, la société civile travaille beaucoup au changement. Il se trouve aussi que je rencontre des gens qui sont dans le pouvoir, mais qui sont pleins de bonne volonté. Mais et vraiment honnête, voulant faire. J'ai connu un grand homme qui s'appelait Edgar Pisani, qui était un type extraordinairement, dans une morale et une éthique de vie extraordinaire. Et ça a été pour un avantage d'avoir un ami comme celui-là, qui s'est frappé la coulpe parce que dans la politique agricole commune, il avoue avoir fait des erreurs en subventionnant la production, ou le producteur, je ne me rappelle plus, en subventionnant plutôt la production, qui a fait que l'agriculture française, on est parti sur subventionner les agriculteurs. Il a dit ça, j'ai fait une grande erreur. Et si nous nous sommes rapprochés, c'est parce que il y avait un débat entre nous, enfin en quelque sorte une réflexion entre nous, qui repartait sur comment réorganiser l'agriculture sur les bases de petites structures et non pas des grandes structures. Voilà. C'était ça. Alors aujourd'hui, donc nous sommes dans une situation dans laquelle la société civile produit de l'alternatif, devient une espèce de grand laboratoire où s'élabore le futur. Et je pense on ne peut pas partir sur le principe qu'avec une baguette magique, on va changer l'opinion du jour au lendemain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a à mener une action au niveau de comment permettre une pensée différente, c'est-à-dire changer la pensée. Mais si je suis là devant vous, c'est parce que ce que je dis, je le fais. Voyez ? Parce que si je n'avais qu'à dire, il y a longtemps que je me tairais. Il faut dire et faire. Et s'il n'y a pas la démonstration concrète, on ne peut pas être convaincant. Parce que les expériences, on en a fait 36, beaucoup, et ce n'est pas forcément une garantie que ça puisse réussir. Donc aujourd'hui, chacun doit avoir, je dis aux gens, si vous avez un jardin, cultivez-le. Et cultiver son jardin aujourd'hui, c'est un acte politique, un acte de résistance. Vous voyez, à la fois de quelque chose qui est beau à faire, c'est de la résistance que de cultiver un jardin. Ça signifie quoi?
je m'autonomise au maximum. Et si nous sommes nombreux à nous autonomiser, eh bien, on va à l'encontre des multinationales et de toutes ces choses qui nous subordonnent. Voyez, donc, il y a des actions comme ça. Nous avons des structures. On a créé des structures de formation en France. Si vous allez sur Internet, vous verrez que nous sommes quand même dans une proposition extrêmement concrète. Voilà. Et alors, l'histoire de Darwin, c'est ce qui est choquant, et je ne suis pas le seul, hein, c'est la lutte des espèces. On n'est plus dans... la lutte des espèces, ça voudrait dire que les espèces se détruisent entre elles. Alors qu'en fait, la théorie, par exemple, de Jean-Marie Pelt, c'est de dire, mais non, il y a coopération des espèces, mais avec quand même une régulation, en quelque sorte, des espèces. La différence de l'être humain avec les espèces, c'est que quand un lion mange une antilope, il digère son antilope. Mais il n'a pas de banque d'antilopes, ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. Et c'est là, c'est-à-dire la vie se donne à la vie. Et vous avez vu des films où les lions sont là, regardent passer des antilopes absolument indifférents. Quand il a faim, bien sûr, il va le faire comme moi aussi. Quand j'ai faim, je mange. Eh bien, là, c'est pas de la prédation. C'est-à-dire, c'est la vie qui se donne à la vie. Et c'est comme ça que nous arrivons à perdurer. Vous voyez ? Le problème, c'est que nous avons transgressé par notre avidité. On est devenus des gens qui accumulent et qui transforment les biens en argent. Et donc, on finit par, évidemment, d'être des prédateurs qui épuisons les ressources planétaires. Et aujourd'hui, il y a quand même une alerte très grave. C'est par exemple le potentiel de poissons, les arbres qu'on a détruits, les forêts tropicales qui sont détruites. Et donc, cette destruction généralisée, en quelque sorte, et cette prédation qui n'a de finalité que s'enrichir, eh bien, c'est une prédation qui devrait être illégale. Parce qu'il faut protéger les biens. Et ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on s'attribue un privilège de mettre la main et de faire un hold-up légalisé sur le bien qui doit revenir à l'ensemble de l'humanité. Donc la problématique de la lutte des espèces ne concorde pas, à mon avis. Maintenant, vous pouvez croire ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas la vérité. Je crois beaucoup plus au système de coopération que la lutte des espèces qui laisse à penser que cette lutte des espèces, elles sont faites pour s'exterminer les unes les autres, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Je crois que je vais arrêter là. Merci beaucoup. Merci.